Depuis l'Antiquité, le volcanisme italien fascine autant qu'il effraie. Le Stromboli dans les îles Éoliennes, l'Etna en Sicile, le Vésuve à Naples. Au sud de l'Italie, la mer joue avec le feu depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, plusieurs millions d'Italiens vivent encore sous la menace d'une future éruption. Tu vois les petits nuages en bas? Ça, c'est une explosion qui vient de se produire. Pour prévoir et anticiper ces catastrophes terrestres, la science traque des indices sous la mer, dans les profondeurs de la Méditerranée. Franco Italiano est volcanologue. Il est le responsable scientifique de la région des îles Éoliennes et a mis sur pied une expédition scientifique inédite. Il a fait appel à des spécialistes de la plongée profonde, l'équipe Gombessa, pour aller observer la partie immergée des volcans. Roberto Rinaldi, l'un des meilleurs caméramans sous-marins au monde, accompagne aussi l'équipe menée par le biologiste et photographe Laurent Balesta. Ils vont pour la première fois permettre aux scientifiques italiens de collecter des données sur un monde sous-marin qui semble hostile à la vie. J'espère qu'en photo, on arrivera à montrer ce contraste entre ces grands décors un peu lunaires et à côté de ça, toute cette vie sous-marine qui, elle, est plus signe d'espoir d'un éternel recommencement. À près de 100 mètres sous la surface, cette expédition s'apprête à révéler la lutte sans fin entre l'eau et le feu. En novembre 2002, nous avons eu plusieurs explosions sur Panarea. En décembre 2002, nous avons eu un gigantesque glissement de terrain qui a provoqué un tsunami au Stromboli. Et au même moment, les éruptions ont commencé. Donc, quand c'est arrivé, ils ont atterri chez moi avec un hélicoptère, ils m'ont embarqué, posé ici et m'ont demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'en sais rien. Ça, c'était la première fois. Et à partir de là, on a commencé à étudier. Et bien sûr, la deuxième question était de savoir si cela pouvait encore avoir lieu. Ça, c'est la plus importante des questions. Dessin à l'appui, Franco explique que depuis 60 millions d'années, le continent africain remonte vers le nord, percute l'Europe et glisse sous la plaque eurasienne, soulevant progressivement la chaîne des Alpes, puis la péninsule italienne. Cette tectonique des plaques particulières que l'on appelle la subduction entraîne aujourd'hui encore la remontée du magma vers la surface. À 20 km au sud du Stromboli se dresse le volcan de l'île de Panarea. C'est ici que le volcanologue a installé une station d'observation à la verticale d'une puissante émanation de gaz sous-marin. Les scientifiques ont accès à de nombreux capteurs permanents, comme des microphones étanches, qui mesurent la quantité de bulles grâce à leur intensité sonore. Ces données sont envoyées en temps réel aux scientifiques de Palerme, en charge d'évaluer les risques volcaniques. C'est aussi le seul site accessible pour Franco pour prélever régulièrement du gaz et déceler la profondeur du magma. Si le volcan de Panarea est considéré comme éteint, l'activité gazeuse sous la surface reste importante. Les variations d'intensité sont autant d'indices précieux pour la prévention des risques volcaniques. L'eau de mer pénètre très profondément,
jusqu'à rentrer en contact avec le magma. Si l'activité volcanique évolue, alors les échanges entre le magma et l'eau de mer évoluent. Le rêve serait de pouvoir prédire les éruptions. Et bien sûr, c'est impossible. Mais on peut parler de prédiction dans la mesure où nous pouvons comprendre ce que le volcan est en train de préparer. Si les signes changent brusquement, nous pourrons nous douter que quelque chose de dangereux est en train de se passer. C'est vraiment une vraie activité volcanique, en fait, imprévisible. Et... C'est de là que Franco a commencé à se dire il n'est peut-être pas si mort que ça, ce volcan. Mais tout le monde connaissait cette bulle qui remonte du fond. Cette eau, ces bulles, ça brûle un peu le visage ou pas? Ça pique un peu, oui. Ça pique, hein? Ça pique. Ah, ok. On va prendre connaissance en douceur du souffle des îles éoliennes. Ouais. Éoliennes, c'est à cause du vent, mais c'est peut-être à cause des bulles aussi. C'est bien, c'est pas très profond. Hein? Allez, on y va. Ouais. Ces bulles naissent très loin sous le plancher de la mer, lors du contact extrêmement violent entre l'eau froide de la Méditerranée et le magma qui circule sous la croûte océanique à 1000 degrés Celsius. Elles ne sont que la partie visible d'un phénomène titanesque. Ces bulles naturelles, mais acides et corrosives, sont connues depuis l'Antiquité. Les Romains s'en servaient pour se débarrasser des coquillages accumulés sous la coque de leurs navires. Pour le photographe et biologiste Laurent Balesta, l'intérêt n'est pas seulement d'aider les volcanologues, il veut voir comment la vie sous-marine s'adapte à des environnements difficiles. Il veut illustrer la biodiversité qui réussit l'exploit de vivre ici, ou qui succombe parfois à ces conditions extrêmes. Quelle forme de vie vais-je pouvoir photographier ici, dans ces écosystèmes qui sont précisément hostiles à la vie? Preuve du pouvoir corrosif de ces bulles, ces restes de squelettes calcaires d'un ver marin rongé par l'acidité. Finalement, seules des colonies de bactéries blanches filamenteuses semblent s'épanouir dans ce milieu des plus hostiles. Les bactéries sont les formes les plus primitives de la vie. Elles n'ont besoin que de chaleur, de gaz carbonique, d'hydrogène sulfuré pour proliférer. Et tous ces éléments, ce sont les bulles qui les remontent depuis les entrailles de la Terre. Grazie mille. Jacuzzi naturel. C'est quand même fantastique, il y a des bulles partout. Bon, tu te brûles la gueule tout le temps. Ah ouais? Ah ouais, dès que tu passes dans un truc de bulle ou quoi. Il faut rincer le matos parce que je pense que tous les trucs métalliques ou quoi, ça peut... Non? Grâce à cette station permanente d'enregistrement de bulles, Franco Italiano a été en mesure de relier l'augmentation du bruit des bulles avec une grosse explosion aérienne du Stromboli, pourtant située à 20 km de là. Pour valider cette hypothèse, il faudrait pouvoir constater ce phénomène lors d'autres explosions. Mais les bulles de Panarea ne sont pas les seuls indices possibles. Il y a 10 ans, Franco révélait à Roberto Rinaldi l'existence d'une vallée sous-marine dont il était le seul à avoir fait quelques images. Elles avaient convaincu le volcanologue que ce site pourrait être la clé de ce réseau qui unit Panarea et Stromboli. Comme vous pouvez le voir, il y a des formations alignées
Et ça correspond, comme je vous l'ai dit, à l'idée que le Stromboli et Panarea ont grandi le long d'une même faille. Et cette vallée sous-marine en fait partie. Mais on n'a aucune idée si elle est active, s'il y a du gaz et quelle sorte de gaz. C'est une information essentielle. Sont-elles actives ou pas? Un volcan, une photo, une prise de température, un positionnement. Un deuxième volcan, une deuxième photo, une deuxième prise de température, un deuxième positionnement. Et en faire le maximum dans le temps de plongée. Cette vallée, elle a été découverte il y a 15 ans environ. Et depuis tout ce temps, j'ai vraiment espéré ce moment. C'est vraiment trop profond et on ne pouvait pas y aller. C'est un endroit vraiment exceptionnel. Il y a des sources hydrothermales et ce sont les plus actives de la mer Méditerranée. Et de plus, ce réseau d'hydrothermalisme est en relation avec l'activité volcanique qui alimente le Stromboli. J'attends beaucoup des résultats de ces prélèvements. Roberto n'avait pas exagéré. Cette vallée des 200 volcans est bien là, sous nos yeux, à perte de vue. Mon ordinateur indique 78 mètres exactement, mais j'ai plutôt l'impression d'être à 3000 mètres. Survolant une dorsale océanique au milieu de l'Atlantique. Ça crache, ça bulle, ça bouillonne. Les entrailles de la Terre me semblent toutes proches. Rouge, orange, jaune, les oxydes de fer donnent l'impression de survoler la surface de Mars. Les plongeurs ont un timing précis. Très vite, il faut réaliser un maximum de mesures car à 80 mètres de profondeur, le temps est compté. Il s'agit des tout premiers prélèvements sur cette vallée des 200 volcans. Les scientifiques n'avaient jamais pris le risque de descendre aussi profond. Les échantillons de gaz prélevés par les plongeurs vont être analysés pour en déterminer l'origine. Ils pourraient provenir de la même chambre magmatique que celle du Stromboli. De quoi confirmer l'hypothèse d'un gigantesque réseau volcanique sous-marin qui s'étend des champs de bulles de Panarea jusqu'au Stromboli. L'étude de ces gaz pourrait alors devenir un outil précieux dans le but de prévenir les risques volcaniques. Le sonar nous avait donné une idée du site, mais il fallait le voir de nos yeux pour mesurer l'intensité qui règne ici. C'est une atmosphère de début du monde. Et nous allons pouvoir déjà confirmer à Franco que la majorité des cheminées est active. Au milieu de ces cheminées actives, corrosives comme l'étaient les bulles de Panarea, je cherche la vie. Il suffit de s'approcher, de changer l'échelle de mon regard. Une petite forêt d'algues pionnières, les udotées, qui se contentent du peu de lumière ici-bas. Et sur les frondes vertes, cet étonnant petit ver plat, plus petit que mon ongle, mimétique et minuscule. Et un peu plus loin, le même ver plat qui ose s'aventurer sur les cheminées actives. Que peut-il bien trouver de bénéfique à se promener sur des oxydes de fer dans une eau acide chargée de gaz carbonique? Je n'ai pas vu le temps passer. Nous sommes à 80 mètres. Nos ordinateurs de plongée annoncent déjà 3 heures de palier qui nous attendent à la remontée. En remontant, la pression de l'eau sur les éprouvettes diminue. Or, le gaz à l'intérieur est prisonnier à haute pression
puisque prélevés à 80 mètres. Antonin prend donc soin de les purger tous les 10 mètres pour éviter que le verre explose. Ça s'est bien passé, non? Ouais. Les manip étaient propres. Rien n'a explosé à la remontée, donc mission accomplie pour la décompression. Believe you are going to be very happy. Magnifique. Bellissimo. Très de gaz. Franchement, c'est plus que ce que j'aurais jamais espéré. Merci beaucoup. Et ça, c'est l'eau qui a été prélevée? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, parce que c'est le gaz qui a pris la place de l'eau. En bas, à 70 mètres, c'était rempli d'eau. Que de l'eau, pas de gaz. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Des plongées comme ça, on n'en fait pas beaucoup dans une vie. Ah, c'est génial. C'est génial. Oh là là, dans mon viseur, j'avais des cheminées qui sortaient partout, là, les plongeurs derrière. Un autre monde. Everything is red and orange. Tout était rouge, orange. Tout semblait très fragile aussi. And I found something very... Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment rare. J'ai trouvé un pantopode. Le seul endroit où j'en ai vu d'aussi gros que celui-ci, c'était en Antarctique. Un environnement complètement différent. Oui, et je l'ai trouvé en haut de la cheminée. J'ai une photo avec le pantopode qui est posé en haut de la cheminée. Son corps est si étroit que tous ses organes vitaux sont situés dans ses pattes. L'estomac, les organes génitaux sont dans les pattes. Il n'y a pas de place dans ce tout petit corps. Et il a 2 ou 4 yeux juste au sommet d'une petite excroissance. C'est plus ou moins comme les araignées parce qu'elles ont plus que 2 yeux. Voilà, si tu regardes de plus près, tu vois bien qu'il y a plus que 2 yeux. Pantopode. On la revoit. Donc ça sera encore un autre? Non, ça J'ai aussi une image de pantopode. Tu n'es pas le seul. En attendant que les analyses de gaz confirment le lien étroit entre la vallée des 200 volcans et le Stromboli, l'expédition s'approche du mythique volcan que l'on nomme aussi le phare de la Méditerranée. Sa violente explosion de 2002 a fait de lui le volcan le plus redouté de la région. Cet événement a totalement transformé sa pente immergée et aucune exploration sous-marine n'a été menée sur ses flancs depuis lors. C'est quand même très très vaste la zone de coulée. Ce qu'on voit plus sombre là, c'est la dernière coulée de lave. C'est la dernière coulée de lave. L'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 3 ans, oui. Et ça, c'est un endroit où il y avait une plage très connue. Où les gens allaient. Et voilà, il n'y a plus la plage, mais depuis des années, c'est interdite la zone. Okay. Et en fait, c'est dangereux parce que, comme on voit bien, tout tombe là. C'est bizarre parce qu'en fait, il y a eu 2 mois d'éruption sans arrêt. Tout l'hiver, c'était très actif. On ne va pas se plaindre que ce soit calme. Oui, mais c'est sûr qu'un volcan, il ne te prévient pas. Et là, maintenant, on voit bien qu'il y a des explosions. Tu vois, les petits nuages en bas, ça, c'est une explosion qui vient de se produire. Ah, vache. Pour cette étape de leur voyage, Laurent et Roberto devront se passer de Franco, restés à Panarea. En attendant qu'ils reviennent, les plongeurs ne résistent pas à l'ascension du Stromboli. Pour une fois, ils vont s'autoriser une exploration terrestre, 900 mètres au-dessus de la surface. C'est un peu haut quand même. Moi, je suis pas très doué pour monter. Je suis bien pour descendre. Doucement.
Il y a 950 mètres de dénivelé. À cause de vrais risques d'éruption, il est impossible de monter sans être accompagné par Renzo Zaya, un jeune guide natif de Stromboli. Il a vécu tous les caprices du volcan au-dessus de sa tête, notamment l'éruption de 2002, qui a arraché à la montagne son flanc nord-ouest et provoqué un tsunami. Chiara. Il n'y a rien qui peut vivre là-dessus. Hein. Oh, c'est impressionnant. On est devant la Chiara del Fuego. Chiara veut dire route en langue arabe. Donc on est ici devant la route du feu. Ce que nous avons devant nous, c'est le cratère. Mais cette pente que vous voyez n'était pas là il y a 20 ans. Au moment du tsunami, toute cette pente avait disparu. Depuis où nous sommes, à 400 mètres, jusqu'à 1400 mètres de profondeur. Toute la lave déversée a provoqué un effondrement de la pente jusqu'à la mer. Donc on a eu un gigantesque glissement de terrain. Et maintenant, on peut voir qu'il n'y a plus de trou. Mais au contraire, il y a une pente. Ça s'est à nouveau reformé. Et ça a construit une marge de 30 mètres d'épaisseur qui grandit de jour en jour. Il y a eu beaucoup de répercussions sous la mer. Et c'est pour ça que Franco, il a envie que nous, on plonge là-bas. Pourquoi il ne va pas lui? Moi, je ne crois pas qu'il y en a un grand danger à plonger là-bas. Mais qu'est-ce que ça peut être dangereux, c'est pour le bateau. Ouais. Parce qu'en fait, s'il y a un nuage qui va, le bateau, il ne va jamais se déplacer. Et du coup, comment on va sur le site de plongée? On nage. On nage. On nage. Ok. Mais le bateau, il peut aller jusqu'où? Jusqu'à avant la bouée, là. Et... Les deux bouées, c'est la zone dans oui, laquelle on va. Il faut qu'il évite l'entonnoir de la Chara. Oui. Ouais. Plus ou moins, on a 1 kilomètre à faire. C'est long, hein? Okay. C'est long, ça fait 20 minutes, 30 minutes. Pour aller dans une zone interdite. Interdite, c'est dangereux. Pour la navigation. Pour la navigation. Okay. Au pied de... Oh, là, il y a des belles cailloux qui sont. Oh là là, et là, il y a une marche. Ça roule, en fait. Ouais, mais là, ça fait sur le sol aussi, là, c'est ça. On y va, comme ça, plus près. Roberto Rinaldi était déjà venu plonger au pied du Stromboli. Mais c'était il y a 30 ans. Sous l'eau, il y avait découvert une ancienne cheminée volcanique, sur laquelle il avait observé une biodiversité foisonnante, aux couleurs exubérantes, qui contrastait avec la pauvreté des pentes aériennes du volcan. La plongée qui s'annonce permettra-t-elle de retrouver cet édifice sous-marin? Ah, ça va encore, regarde, tu vois, c'est rouge. Là, c'est rouge. Oh, ça monte. Mais avant de s'aventurer sur ces pentes immergées, les plongeurs ne peuvent résister à l'envie de s'approcher au plus près du cratère incandescent du Stromboli. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le cratère s'est modifié. La faille d'où vient le magma est toujours la même, mais les bouches par où ça sort changent tout le temps. Et même le niveau où se trouve l'activité a changé d'altitude et de forme durant les 20 dernières années. Quel âge il a, le sol sur lequel on est assis là? La terre en surface peut dater d'aujourd'hui, mais le rocher qui est en dessous provient de l'éruption de 2018. Juste de 4 ans. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir si on arrive à faire cette... Ben oui, si ça change ici, ça change sous l'eau aussi. Hein. Voilà. À mon avis, là-bas en bas, il fait très très chaud. Mais là, il commence à faire très froid. Hein, ah, c'est impressionnant. Ouais. Oh
faut quand même imaginer notre état d'esprit à ce moment-là. On se trouve sous la pente, à l'endroit même où l'année d'avant, la nuée ardente a tout dévasté. Elle a tué une personne, elle a bien failli brûler vif les équipages des voiliers qui étaient dans la zone. Donc on est tiraillé à ce moment-là. Il y a une petite voix qui nous dit faut peut-être pas rester là, les gars. Et en même temps, on a envie d'aller voir parce que c'est aussi là que 30 ans auparavant, Roberto a fait une plongée inoubliable, une monumentale cheminée de lave pétrifiée, 40 mètres de haut, recouverte de vie marine. Donc voilà, on hésite. Alors là, on a notre première plongée et on est dans un endroit très critique, les gars. Parce qu'en fait, on est juste au-dessous de la chare et on va se mettre à l'eau à 1 kilomètre de distance et on navigue sous l'eau. On sait qu'on ne peut pas faire surface parce qu'on ne sait pas s'il y a des explosions, des produits qui tombent à l'eau. Pour la navigation à 5 sous l'eau avec les scooters, faut se surveiller et s'attendre un peu quand même. Hein. Faut se regarder. Hein. Voilà. Bon, allez. Après 25 minutes de navigation, à 15 mètres de profondeur, on bascule à la verticale. Cette rupture brutale ne laisse aucun doute possible. Nous voilà arrivés dans l'axe du couloir de feu que nous avons vu lors de notre ascension. Personne n'est jamais venu ici. Sur ce terrain dévasté, je m'intéresse aux étapes de la vie sous-marine qui renaît des cendres du volcan. Pendant ce temps, Roberto essaye de retrouver ses repères pour rejoindre la fameuse cheminée de lave pétrifiée qu'il a vue il y a 30 ans. Moi, j'observe les premiers signes de vie, les pionniers de l'écosystème naissant. Car la vie s'installe toujours plus vite sous l'eau que sur Terre. À regarder de plus près, de minuscules bryozoaires ont déjà pris pied sur la roche noire. Ces petites colonies animales sont comme les bourgeons de l'écosystème qui viendra plus tard. Ce n'est déjà plus le chaos originel, mais un presque désert. Et déjà, son premier nomade apparaît, cette petite limace de mer, la Doris diaphane. Mais cet écosystème en devenir reste précaire. Il suffit d'un déversement de matériel volcanique pour qu'à nouveau tout disparaisse. Ces gorgones blanches l'ont échappé belle. Elles ont été à moitié ensablées lors d'une coulée plus ou moins récente, et on ne voit plus du tout le rocher sur lequel elles ont forcément pris pied au départ. Nous découvrons une roussette juvénile, autrement dit, un bébé requin. Sa peau, depuis la tête jusqu'à la queue, est entièrement recouverte de denticules, dures et abrasives, faites d'émail brillant comme de véritables dents. La présence de ce nouveau-né, c'est peut-être le symbole de cet écosystème naissant. Nous ne pouvons pousser plus loin.
La cheminée volcanique de Roberto est restée introuvable. Nos paliers nous obligent à remonter doucement la pente. Pas mal. Je commence à avoir des crampes. Bon, il faut revenir dans un siècle. Je pense qu'il y aura un peu plus de gorgone. Sur ce sable noir, là, ça ressort. Ouais, donc ça veut dire que ça continue, en fait, il y a un flux continu de sable. Sur le Thomas, ouais, moi je me suis régalé. Je suis passé avec les petits endoscopes, la macro, et la paroi, elle est recouverte de petits invertébrés des invertébrés qui poussent vite. Plein de grosses clavelines. J'ai jamais vu des clavelines comme ça, là. Ouais. Ouais, elles sont vraiment belles, hein. Dorées, il y en a. J'ai jamais vu un endroit où il y en a autant. Bon, allez. Moi, à 8h, je suis au lit. Ça va vite. T'as compris 8h au lit. Ça, c'est ma règle de base. Bon aventurier, à 8h, dodo. Cette plongée éprouvante a des allures de déception pour les membres de l'expédition. La cheminée de Roberto n'a pu être retrouvée. Peut-être a-t-elle disparu, emportée par les bouleversements géologiques à l'œuvre sur ce site. À sa surface, comme dans ses profondeurs, le volcan ne cesse de redessiner les paysages. Le retour de Franco à bord donne une nouvelle chance aux plongeurs de retrouver le pinacle. Il revient avec un sonar très perfectionné. Ce sonar immergé détecte les reliefs sous-marins. Il dresse une nouvelle carte qui aide l'orientation, mais surtout permet de savoir si le pinacle de Roberto est encore là. Ces 2 points pourraient être les pinacles. On peut plonger là, remonter comme ça et revenir. C'est la même bascule que la veille. Mais cette fois-ci, nous ne descendons pas à l'aveugle. Nous suivons une direction précise grâce à la carte que nous avons dressée ce matin. Pour l'instant, la vie se fait discrète, limitée par les coulées de cendres et par les pierres volcaniques qui dégringolent régulièrement. Mais la présence de cette baudroie est encourageante. Si ce grand prédateur est là, c'est qu'il y a de quoi se nourrir dans les parages. Le signe d'un écosystème bien établi. Peut-être la cheminée de lave pétrifiée des souvenirs de Roberto. On ne peut pas encore la voir, mais on la sent. Comme dans un désert à l'approche d'une oasis, on se sent accompagné. Il y a de plus en plus d'animaux. La faune fixée s'enrichit. Plus de couleurs, de diversité, de quantité. Nous avons démarré dans un chaos minéral pour parvenir à un écosystème harmonieux. En parcourant ce gradient de plus en plus vivant, c'est un voyage dans le futur que nous venons de faire. La roche noire du début se couvrira elle aussi de vie riche et variée. Il lui faudra 10 ans, 50 ans, 100 ans. Il nous a suffi de parcourir 1 kilomètre pour le vivre en accéléré.
le pinacle de Roberto est enfin retrouvé. Ce relief est une très ancienne cheminée de lave pétrifiée, devenue un îlot de biodiversité au milieu du désert alentour. Nous voilà au sommet de cette tour de lave. J'y abandonne mes compagnons un instant, le temps de prendre du recul et d'embrasser d'un seul regard cette cathédrale volcanique. Tout autour, la cité animale a disparu, mais pas la cathédrale. Notre-Dame du Stromboli n'a pas brûlé. Franco Italiano est impatient de voir si les plongeurs ont pu rapporter des prélèvements. Son objectif est de dater le pinacle, mais aussi d'identifier les espèces qui se sont développées sur un édifice volcanique qui a échappé aux assauts du Stromboli. Thibaut a eu beaucoup de mal à prélever de la roche. C'était impossible. C'est probablement une cheminée volcanique. Après, on a trouvé quelque chose sous la côté et c'était possible. T'as réussi à détacher quelque chose? Oui, j'avais un petit peu plus de temps. T'as quand même pu ramener quelque chose? Ça, c'est le nord. Le nord? Parfait. C'est sûrement très ancien. Il y avait beaucoup de vie sur le rocher. Ça, c'était un de mes autres rêves. Je pense qu'il s'agit du pinacle que je me souviens. Celui sous lequel j'étais il y a 30 ans. Mais en revenant, toute la falaise que j'avais vue n'était plus là. Je pense que c'était la coulée de lave de 2007 qui a tout emporté. Le glissement des terrains a détruit la falaise. Ce changement radical de paysage sous l'eau avait empêché Roberto de s'y retrouver. Le pinacle était toujours là, mais le chemin pour y parvenir avait disparu. Une grosse explosion qui a eu des effets sous la mer a provoqué une dépression et l'eau de mer s'est engouffrée dans le trou et a rebondi très violemment et a généré un tsunami. On a un phénomène qui pourrait être un peu identique près de Naples, juste derrière le Vésuve. Et ça n'a pas été très étudié, parce que c'est sous la mer. C'est un trou noir, un trou vertical, et très profond. On sait très peu de choses de ce qui s'est passé sous l'eau. Les études nous permettront probablement de répondre à nos questions. Tu veux qu'on y aille? Oui. Enfin, c'est une suggestion. Je ne veux pas vous obliger à le faire. Capitaine, cap sur Naples! Le trou noir de Naples, évoqué par Franco, est le dernier objectif de la mission. Il est une énigme pour les scientifiques qui n'ont encore jamais osé s'y aventurer. Il y a 2000 ans, le Vésuve ravageait Pompéi. Depuis, Naples s'est construite comme si le risque avait disparu. La troisième ville d'Italie est suspendue au caprice d'un volcanisme qui reste difficilement prévisible. Naples n'a pas fini de surprendre. Et Roberto s'amuse à en faire la démonstration à Laurent. Ça, c'est les vestiaires. Ça, le vestiaire. En plein cœur d'une banlieue napolitaine, le site de Campi Flegrei a bien changé depuis le temps où, sur le carrelage des vestiaires, résonnaient les crampons de chaussures de foot. Juste pour dire que Pompéi, c'était il y a 2000 ans. Ici, il y a 20 ans, on prenait la douche.
On s'est déshabillé pour aller jouer au foot. Sous les fondations des vestiaires et du terrain de sport, le volcan a poussé et les douches se sont transformées en hammams sulfurés. Et c'est pas un petit terme, hein, ça c'est... Bah oui, là c'est bouillant ce qui sort. Ah, c'est dingue, là on est à 10 mètres du terrain de foot, il y a ça là. Je serais pas rassuré de jouer au foot hein, avec ça juste à côté. Ça c'est pour l'arbitre. Donc les vestiaires détruits et dans pas longtemps le terrain aussi là, parce que tout ça va couler jusque là-bas et... Peut-être ça va se déplacer, peut-être ça s'arrête. La planète vit. Ça continue, c'est continuable. Ouais. Voyons. La perspective inédite d'une exploration du trou noir suscite la mobilisation de plusieurs scientifiques qui espéraient depuis longtemps pouvoir l'étudier de plus près. Des technologies de pointe sont embarquées pour tenter de connaître le vrai profil du trou noir. Des biologistes italiens sont même venus en force avec leur bateau pour confier aux plongeurs des instruments à déposer au fond du mystérieux gouffre. Aucune étude de ce genre n'a encore été réalisée, alors que le trou noir se trouve à seulement 2 km de Naples. Voilà, tout est simple et tout est difficile, mais quand on met tous ensemble, ça devient un peu complexe, la fois. C'est l'hôtel 5 étoiles ici, de plus en plus. Coup de gaffeur, en combi de plongée, parfait. Petit goût de printemps, non? Toi, t'es prêt, Roberto? Marco, ready to go? Ils se mettent à l'eau. Ouais, cette plongée, on a décidé que je la ferai pas. Elle est encore plus engagée que les autres et lors de la précédente plongée, on suspecte que j'ai peut-être fait un petit accident de décompression mineur, mais j'avais des petites plaques au niveau des hanches. Donc là, l'idée, c'est juste de les assister en surface. Et malheureusement, je ne les accompagne pas sur ce coup-là. Il y a une chronologie des manips scientifiques qui a été mise en œuvre. Ils vont d'abord aller au plus profond, puis pendant la remontée, collecter des échantillons le long de la paroi, faire des images. Et donc tout est un petit peu chronométré. À chaque étape, à chaque manipulation, il va falloir être le plus efficace possible. Ils sont coordonnés, chacun connaît son rôle, ce qui va leur permettre, en étant très rapide, de n'avoir que 3 heures de palier dans des conditions qui ne sont pas terribles ici. Je n'ai jamais eu aussi peu envie de me mettre à l'eau. C'est lugubre, c'est trouble. À 55 mètres, le fond est plat, vaseux et même sale. Je connais qu'une seule stratégie dans ces cas-là. Ne pas trop se poser de questions au risque de vouloir remonter tout de suite. Et plutôt suivre la ligne qu'on a jetée depuis la surface pour marquer l'entrée du trou. Comment est-il possible que sur cette plaine de vase molle, une cavité rocheuse puisse exister? C'est un puits d'une douzaine de mètres de diamètre, vertical, noir, et qui semble sans fin, et dans lequel on se laisse aspirer. « 60 mètres, fascinant. L'eau semble s'éclaircir. Elle est plus transparente à l'intérieur du puits qu'à l'extérieur. « 70 mètres, 75 mètres. Au lieu de se terminer, le puits change de dimension. Ce n'est plus un puits. Devant nous s'ouvre un véritable gouffre dont on ne voit même plus les parois. Seul le sonar embarqué peut détecter les bords de cette nouvelle cavité.
Ça semble immense. Et nous continuons à descendre. 80, 85, 90 mètres, 96 mètres, nous touchons le fond. Le courantomètre est déposé au milieu du trou et y restera 4 mois. Il révélera comment l'eau circule dans la cavité et s'il y a un cycle. À côté, Thibaut guide la sonde qui enregistre la moindre variation de température, de salinité, d'acidité et de luminosité sur toute la colonne d'eau. Autant d'indices utiles pour expliquer l'origine du gouffre de la baie de Naples. Au lieu de remonter en suivant la ligne de vie verticale, nous prenons le risque de nous en éloigner pour rejoindre les parois de l'immense cavité. Quelle drôle de sensation. Je suis en train de plonger non pas au fond de la mer, mais sous le fond de la mer. Et tout un petit monde, vivant et singulier, s'offre à notre curiosité. Contre toute attente, la roche noire est recouverte d'un écosystème peuplé d'invertébrés filtreurs, vers marins, mollusques, et parmi eux, un organisme unique en son genre, l'éponge carnivore. Je sais qu'elle est extrêmement rare. Elle a été décrite pour la première fois en 1998. Sa morphologie ingrate, tel un écouvillon vivant, dissimule de minuscules crochets collants pour attraper ses proies. Thibaut sait que le temps lui est compté, mais c'est avec minutie qu'il fait ses prélèvements. Machinalement, mes yeux regardent vers le haut. Je vois le puits d'entrée, qui me paraît si minuscule. Dire que je ne voulais même pas faire cette plongée. Et voilà déjà 1 heure que nous y sommes. Ça nous coûtera 3 heures de palier dans les eaux troubles et sales de la baie de Naples. C'est le petit goûter des plongeurs qui se pèlent dans cette eau qui est glaciale. Ils ont 3 heures de palier dans une eau à 15 degrés. Le chocolat chaud, il va descendre le long du parachute et arriver directement dans les mains de Laurent qui devrait s'en saisir et s'en délecter. Je l'espère en tout cas. L'idée, c'est de les réchauffer un peu au palier. Voilà, avec une petite boisson sucrée, un peu énergisante et puis un peu plaisir aussi. Ok, vai. C'était peut-être bien qu'on avait un sonar, hein? Parce qu'à l'œil, on ne voyait rien. Ça, c'est sûr. Il est plus compétent que moi. C'est quoi que tu as enregistré? J'ai fait le trou jusqu'au fond et le scan des parois jusqu'en bas. Et là, on voit la quasi-totalité du... Ouais, on voit le trou. Donc ça, c'est l'entrée. Donc là, il y a 22 mètres. Ouais, et on peut imaginer qu'il y a 5 mètres en plus. L'image du sonar révèle le profil du gouffre. Sa silhouette étrange en forme de carafe suggère aux scientifiques qu'il pourrait s'agir d'une petite chambre magmatique qui se serait vidée. Le jour où son plafond s'effondrera, formant une petite caldeira sous-marine, une onde se propagera formant une vague en surface. Mais rien qui ressemblera à un tsunami dangereux pour Naples. Au-delà de cette forme enfin révélée, les biologistes ont aussi fait le plein d'échantillons inédits, notamment la petite éponge carnivore. C'est ce genre de plongée où tu mesures si tu aimes vraiment la plongée ou pas. Parce que quand même, descendre dans cette eau toute trouble, toute froide, pour rentrer dans un trou qui ressemble à la porte des enfers, pour aller chercher une petite éponge carnivore, c'est que quand même, on aime bien ça. Il y a le ciel, après il y a la surface de la mer, après il y a la mer,
Et après, il y a le fond de la mer. Normalement, c'est terminé. Eh ben non, là, il y a un truc en dessous du fond de la mer. Et il est vivant aussi. C'est ça qui est fou. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Et moi, par contre, je me souviens que dans 4 mois, il faut retourner récupérer la sonde. Écoute, si tu me payes une pizza à Naples, je reviens avec toi pour chercher le truc. Bienvenue. Ça marche? Like. Ok. Oh ragazzi, grazie. Ciao. Ouais, c'était sympa de voir que toutes les disciplines se complètent pour essayer de comprendre un milieu naturel tellement compliqué finalement, et tellement imprévisible. Rien que pour ça, ça valait le voyage. Les forces qui secouent l'Italie se révèlent progressivement. Et les énigmes à résoudre cachent bien souvent leurs indices sous la mer. C'est un nouveau terrain de jeu pour les scientifiques et un espoir pour des millions d'Italiens. Celui de vivre sereinement, à l'ombre de leur turbulent volcan.